Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre débat habituel, il est 9h34. Ce matin, nous allons parler de la fast fashion. Vous connaissez bien cela. D'ailleurs, 0826 300 300, vous n'hésitez pas à appeler, à intervenir. Si vous achetez... Par exemple, Shein, je parlais de cette marque chinoise de mode en ligne. Je dis bien en ligne. Mais il y a d'autres marques et on va en parler. On va en parler avec Anne-Cécile Violent, qui est députée Horizon de Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Et avec Pierre Talamon, qui est président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous tous les deux. Bien, vous êtes l'auteur de cette proposition de loi, l'autrice ou l'auteur, comme vous voulez, de cette proposition de loi qui sera discutée demain à l'Assemblée nationale. Proposition de loi pour réduire l'impact environnemental de cette fast fashion qui prévoit, cette proposition de loi, pour les entreprises concernées, une obligation d'affichage environnemental, un malus et l'interdiction de toute publicité. Il y a de nombreuses marques aujourd'hui qui inondent le marché de marques comme ça, de fast fashion. Alors absolument. En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a différents degrés de fast fashion. Oui. On a pu déterminer, grâce aux différentes auditions qu'on a pu faire, la réalité d'une ultra fast fashion. C'est-à-dire qu'on est dans des proportions sans commune comparaison avec d'autres marques. La fast fashion, elle existe déjà depuis un moment, puisque Shein, pour parler de Shein, c'est quand même relativement récent. Après, je tiens toujours à insister sur le fait que c'est pas une loi anti-Shein. C'est une loi qui vise véritablement à réduire l'impact environnemental de toutes les marques qui, justement, inondent le marché. Il y a d'autres marques, donc. Il y a Shein, il y a... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Temu, c'est ça ? Temu, ouais. Temu, je connais pas du tout, mais Temu, et il y a d'autres marques. Temu, c'est pas une marque exclusivement textile. Ils font de tout. Ils font des ustensiles de cuisine à 2 euros, enfin vraiment de des tout. Ustensiles de cuisine à 2 euros. Oui, absolument. Bon. Et ils font des jouets, par exemple. Donc jouets. 95% des jouets ne correspondent à aucune norme européenne. Aucune. C'est des produits dangereux. Donc ce sont des marques qui n'ont pas de boutique. Voilà. On est d'accord, que l'on trouve sur Internet. Voilà, c'est ça qui empire la situation, si je peux dire, parce qu'il n'y a pas d'empreinte économique, en fait. Aucun bénéfice économique pour le territoire français. Voilà. Aucune. Et plutôt une destruction d'emplois. Exactement. Il n'y a pas de boutique en dur, donc il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de salariés. Et en fait, il y a une spirale infernale qui est créée en aspirant ces vêtements par des prix très très bas, qui pousse tout le secteur en fait vers le bas. Et les indépendants en souffrent beaucoup. En souffrent beaucoup. Mais alors, on a donné 2 marques, Temu et Shein. Il y a d'autres marques dans d'autres domaines. Il n'y a pas que l'habillement qui est touché. Ah non, cette concurrence déloyale, comme le disait Pierre, va toucher tous les secteurs. C'est vrai que moi, je me suis attachée à l'industrie textile parce que c'est l'industrie la plus polluante. On est aujourd'hui à plus de 10% d'émissions de gaz à effet de serre. On sait que si on ne fait rien, on atteindra les 26% en 2050. Donc, il est urgent de pouvoir s'y attaquer. Et je rejoins évidemment l'argument économique. C'est une concurrence totalement déloyale. Chiffre d'affaires estimé de Chine, parce qu'on n'a pas vraiment les précisions, 32 milliards de dollars, pour 2023. L'entreprise ne possède pas d'installation de fabrication et collabore avec environ 5400 fabricants sous contrat en Chine. C'est cela ? C'est a priori effectivement les chiffres que l'on peut rencontrer. Donc, on arrive à avoir des précisions quand même, des informations sur le fonctionnement de Shein et sur la manière dont sont fabriqués ces produits vendus sur Internet. J'ajouterais aussi, Anne-Cécile, qu'ils ont 3000 designers, dont 200 en interne. Donc c'est vraiment une grosse machine parfaitement huilée, avec une intelligence artificielle omniprésente, qui sait analyser le marché en temps réel. Et d'ailleurs, c'est leur argument principal. C'est qu'ils disent qu'en fait, ils fonctionnent avec peu de stock parce qu'ils répondent immédiatement au marché. Mais c'est 5 millions de références de vêtements par an.
5 millions 5 millions de références de vêtements par an. Je ne parle pas de Ils modèle. changent sans cesse. Un modèle est décliné en références. 5 millions de références par an. Oui. C'est énorme. C'est-à-dire qu'ils changent en permanence. Ils changent en permanence. C'est un appel c'est un appel en fait à la dépense. C'est un appel à la surconsommation. Vous avez tous les jours sur un site des milliers et des milliers de références. Évidemment que c'est tentant. Donc c'est ça qui pose un véritable problème, effectivement, d'incitation et parfois d'addiction. Oui, mais c'est tentant. Mais moi, je mets à la place de celle ou celui qui n'a pas beaucoup de moyens et qui voit un t-shirt à 5 €. Mais oui, mais... Et qui va acheter son t-shirt à 5 €. Oui. Alors, très sincèrement, la question du pouvoir d'achat, elle est essentielle, a fortiori aujourd'hui. C'est essentiel. Mais on peut aussi rapprocher cela de la crise agricole, c'est-à-dire, à un moment donné, est-ce qu'il n'est pas juste de payer le juste prix des choses ? Parce que là, ce n'est pas le juste prix. Ces prix-là sont tirés, évidemment, parce que des volumes extrêmement importants, dans des conditions de fabrication à l'autre bout du monde qui sont juste déplorables. Donc, c'est important de prendre tout cela en compte. Et la réponse, c'est, est-ce que, plutôt que d'acheter des t-shirts à 2 €, et des t-shirts à 2 € aussi... Il y a des t-shirts à 2 € Absolument. aussi. Ah oui, d'accord. Et des robes. Et des robes à 2 €. Est-ce qu'on n'a pas le droit de se poser la question et de se dire, mais finalement, plutôt que d'acheter 5 t-shirts à 2 €, est-ce que je ferais pas mieux d'en acheter un à 10 qui sera fabriqué dans des conditions... Est-ce que la qualité est différente ? Ça s'appelle d'ailleurs, ce dont parle Anne-Cécile, c'est le prix à l'usage. Au lieu d'acheter 4 t-shirts à 2 €, on s'en achète un. Qui durera parce qu'il sera de meilleure qualité. Et que on ne jettera pas parce qu'on aura mis un certain prix aussi dedans. Et sur le pouvoir d'achat, je voudrais aussi que le consommateur puisse s'interroger sur la question de son pouvoir d'achat par rapport à une fabrication où les droits sociaux ne sont pas respectés, où un enfant est déscolarisé, où une femme va travailler jour et parfois pour terminer très tard dans la nuit. Quel poids a son pouvoir d'achat par rapport à cette problématique ? Et dans des conditions salariales déplorables. Voilà. Et dans des conditions sanitaires, oui. Des expositions à des pollutions, des produits toxiques. On est vraiment dans un modèle extrêmement vicieux de par la nature du modèle économique. Alors dites-nous, si vous achetez Shein, par exemple, dites-nous, appelez-nous 0826 300 300, dites-nous et on vous met à l'antenne. Et vous allez nous expliquer pourquoi, si vous réfléchissez à tous les arguments que vous venez de nous donner. Effectivement, ça doit être pris en compte. Vous avez raison de comparer avec un produit agricole. C'est vrai qu'il vaut mieux acheter une tomate française et peut-être moins, mais une vraie bonne tomate française, une vraie bonne tomate qui ait du goût, peut-être un peu et moins de qui ait saison. du goût. Bon, je ne sais pas, allez-y. Alors, bon, la porte-parole de Shein en France, nous l'avons contactée. Bon, elle n'a pas voulu s'exprimer. On le déplore. Ce texte, dit-elle, ne porte pas sur l'impact environnemental de la mode. Il affecte le pouvoir d'achat des consommateurs. Voilà sa réponse. Eh bien, sa réponse, c'est que, justement, en fait, on n'est pas du tout dans l'attaque du pouvoir d'achat, on est véritablement dans la prise en compte de l'environnement, puisque, je vais juste décrire très rapidement le principe de la pénalité et du bonus, qui est le deuxième article de cette loi. Un bonus-malus. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, il y a une éco-contribution qui génère de l'argent pour traiter toute la filière du déchet. C'est un éco-organisme qui récupère cela. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aller plus loin. Inscrire une pénalité qui pourrait aller jusqu'à 10 € en 2030, toujours dans la limite de 50% du prix d'achat, et qui serait conditionnée par un résultat, un score. C'est l'affichage environnemental, un petit peu comme le Nutri-Score, si vous voulez. Mais on aurait une note par un produit. Qui va juger de la qualité et de l'affichage ? Qui va donner la note ? Eh bien ça, c'est un travail qui est déjà fait au sein du ministère de la Transition écologique, qui va sortir là très prochainement. C'est des critères totalement objectifs. 8 critères objectivables. Exactement. Donc c'est une démarche scientifique qui est travaillée depuis 2021 et qui va sortir là maintenant. Donc un processus vraiment extrêmement bien étudié, pertinent, scientifique, objectivable. Donc il y aura une équité, une justesse dans le traitement des produits. Et si le produit ne remplit pas les critères, il est pénalisé. Il aura une pénalité maximale. Grosso modo, aujourd'hui, tout le monde est logé à la même enseigne. Tous les premiers metteurs sur le marché payent à peu près 3 centimes d'euros. C'est ça. À peu près 3 centimes d'euros par vêtement. Et là, le principe pollueur-payeur n'est pas respecté.
Oui, je comprends. On va prendre Hakim, on va prendre des auditeurs, des auditrices qui veulent intervenir sur le sujet. Mais à propos de Chine, autre chose. Oui, donc la porte-parole, je regrette. Hein. Vous l'avez rencontrée, la porte-parole ? Absolument, oui. Oui, tout à l'heure, vous l'évoquiez. Oui. On l'a auditionné dans le cadre des auditions officielles. Oui. Donc effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui ne sont pas communiqués parce qu'on se retranche derrière le secret des affaires, soit. Et il y a aussi une volonté d'afficher une transition écologique qui est pour l'instant des souhaits et des vœux, mais qui ne se traduit pas dans la réalité. L'idée, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, plus personne paye de pénalité. L'idée, c'est pas de tuer ces entreprises, c'est de juste dire rentrez dans le rang. Oui, vous n'êtes pas là pour... Rentrez dans le rang. Vous n'êtes pas là pour Soyez vertueux. Tuer Chine. Chine, l'entreprise a été évaluée à plus de 60 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en mars, il y a quelques jours. Elle a récemment déplacé son siège social de la Chine à Singapour. Hein, et Chine envisage une introduction en bourse à New York en 2024 avec une valorisation potentielle de 90 milliards de dollars. Mais vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de spirale infernale, de mauvais exemples quand même donnés par cette ultra fast fashion. Vous avez le groupe Inditex, aujourd'hui c'est Zara, c'est le groupe qui est derrière Zara, et qui lance une marque ultra fast fashion, Lefties, pour venir concurrencer Chine. Donc on n'en sort pas. On n'en sort pas. J'allais y venir. Est-ce que vous considérez que Zara, Primark ou H&M sont des marques de fast fashion? En tout cas... Ils sont les précurseurs. Les précurseurs, les pionniers de la fast fashion. Hein. Et ils vont se diriger vers l'ultra fast fashion, vous le disiez. Ben là, c'est assez délicat parce que Zara a changé de stratégie. Oui. Ils ont haussé la qualité de leurs produits. C'est beaucoup plus cher aujourd'hui. Oui. Et ils lancent une seconde main, etc. Ils ont compris le piège. Ils ont compris que s'ils glissaient vers des produits encore moins chers, ils se feraient bouffer par des acteurs comme Chine. Ouais. En fait, ils sont véritablement, tous les acteurs que vous avez cités sont véritablement dans une véritable transition écologique de leur modèle, avec déjà des choses vraiment avérées et effectives. Donc, si vous voulez, on peut distinguer l'ultra fast fashion, qui sont ces mastodontes asiatiques qu'on a évoqués, et puis la fast fashion qui effectivement existe, parce que le sujet, c'est quoi ? C'est la production de masse de ce textile qu'il faut à un moment donné traiter. C'est le volume. Et on ne sait pas aujourd'hui traiter dans l'ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça va finir sur les plages, notamment des plages africaines, qui vont engorger nos océans, avec toutes les pollutions plastiques, puisque produits synthétiques, etc. etc. Donc, si vous voulez, cette production, elle existait déjà avant l'arrivée de Chine, par exemple, puisque Chine, c'est récent, c'est 3 ans. Hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir traiter tout le monde. Et la question des pénalités, grâce à ce score, c'est la justesse. C'est-à-dire, à un moment donné, tout le monde sera traité, mais pas de la même manière. Très, très méchant avec ceux qui font très mal. Et peut-être plutôt modéré avec ceux qui ont entrepris une véritable transition écologique. Pour les conduire au changement. Mais c'est l'enjeu. Juste un chiffre, c'est 530 000 tonnes de vêtements sur le marché français chaque année. 530 000 tonnes en habillement. Et en fait, Refashion, donc, il y a 30% sont triés et 20% seulement sont régénérés. Oui. Et le reste, de différentes façons. Et le reste, c'est pas recyclé. C'est de la friperie, c'est de la seconde main, c'est beaucoup de choses. Oui. Bien, il est 9h47. Petite pause et on se retrouve. Hakim, Cynthia veulent intervenir. J'ai plein de questions à vous poser. Et puis on va continuer sur votre PPL, proposition de loi, pour savoir, Anne-Cécile Violent, pour savoir l'interdiction de publicité que vous allez mettre en place. Bon, on va tout savoir. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Allez, Hakim, vous êtes en Seine-Saint-Denis. Bonjour Hakim, vous êtes ébéniste. Bonjour. Que voulez-vous dire sur le sujet de la fast fashion ? Et musicien, mais j'ai perdu aussi. Comment ? Et musicien, mais heures perdues aussi. Comme je sais que vous et musicien, vos heures perdues, Hakim. Oui, voilà. Bon. Qu'est-ce que vous dites sur cette moi, je suis slow fashion, alors. Hein, mais je suis très lent. Hein. Je suis très, très lent. Hein. Parce que moi, je vais acheter mes fringues dans les friperies, justement. Il y a comment s'appelle cette boutique-là
du côté de Place des Fêtes, là, il y a une boutique qui s'appelle Dingue Fringues. Vous vous habillez très bien. Moi, j'ai acheté des pantalons que j'ai gardés, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Il y en a un que j'ai encore, je l'ai repris. S'il y a un trou, je rebouche le trou. Je garde les ourlets pour reboucher les trous. Ah, d'accord, oui. Non, mais vous êtes précautionneux. Vous savez, moi, j'avais une mère couturière qui nous fabriquait nos vêtements quand on était petits. Et j'ai triché, j'ai regardé ma mère coudre. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que un vêtement... Et puis, vous savez, il faudrait peut-être poser la question à tous ces gens qui achètent fast fashion. Est-ce qu'ils enverraient leurs propres enfants ou est-ce qu'ils iraient eux-mêmes travailler dans ces conditions-là? Parce que c'était pas H&M là qui avait fait 1000 morts au Rana Plaza, là, c'est pas ça? C'est pas 1000 morts peut-être, mais c'est Chine. Au Bangladesh. Au Bangladesh, oui. C'était plusieurs marques, malheureusement. C'était plusieurs marques, malheureusement. Oui. Alors attendez, qu'est-ce que vous vouliez faire comme remarque en écoutant Hakim? Il parlait de réparation, de réparabilité. Quand il est clair que si vous achetez un vêtement à très bas prix, très bas coût, vous ne le réparez pas. Oui, on peut pas le réparer. La réparation sera plus chère que le vêtement lui-même. Ah bah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est justement toute la question de la durabilité du produit. Et effectivement, quand ça vaut pas le coup de réparer, on ne le fait pas. Juste, on a mis en place un bonus réparation depuis le début d'année. Là, donc, on peut bénéficier effectivement d'euros concrets pour pouvoir réparer. Et c'est intéressant effectivement ce que dit Hakim, parce que c'est peut-être le retour aux couturières, aux cordonniers qui disparaissent les uns après les autres parce qu'on ne répare plus aujourd'hui. Ces produits Chine, c'est du coton, de la laine, ce sont des produits nobles. Beaucoup de polyester, pétrochimique. C'est pétrochimique. C'est essentiellement pétrochimique. C'est juste une image comme ça, lavage, production avec des matières synthétiques. C'est 24 milliards de bouteilles de plastique par an disséminées dans l'univers, enfin sur la planète, par cette production de matières synthétiques. Bon. Cynthia. Bonjour. Ça va, Cynthia? Vous êtes à Narbonne. Ah oui, nous, on a le soleil, tout va bien. Vous avez de la chance. Alors là, on a besoin de soleil, nous. Bon, Cynthia, vous achetez Chine? Alors, je vous avoue que non. Ah bon? Pourquoi? Non, j'avoue pas. Parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de publicité, je trouve, un peu partout sur les réseaux et tout. Mais une publicité un peu bizarre. C'est-à-dire, elle fait pas que des vêtements. Elle vend tout et n'importe quoi. Et quand un site vend tout et n'importe quoi, on a toujours l'impression que c'est du n'importe quoi. Oui. C'est pas ciblé. On se demande. Donc, il inspire pas confiance. Autant, moi, j'ai beaucoup d'enfants. Pour certaines choses, je peux acheter à bas prix sur certains sites pas chers. En sachant que nous aussi, on a des couturiers et couturières dans la famille. Ça fait qu'on rénove à chaque fois les vêtements. Et puis, j'ai la chance de les transmettre plus petits après. Oui, je comprends. Voilà, mais donc vous faites très attention, je fais attention. Oui. Ouais. Et puis nous on a eu la chance aussi avec des origines qu'on a, c'est d'aller en Italie et d'acheter des vêtements de qualité. Oui. On les achète une fois de temps en temps. Et ça dure. Moi, j'ai des vêtements qui ont 20 ans. Ah bah c'est l'un des pays du vêtement, l'Italie. Avec la France, faut savoir. Mais en France, c'est dommage, c'est que vous voyez, la dernière fois, j'avais acheté. Je voulais faire plaisir à mes enfants et acheter. Je vais être obligée de dire une marque. Mais allez-y, dites les marques, c'est pas grave. Voilà, comme Lacoste. Et dessus, c'était marqué que c'était pas made in France. C'est dommage. Ça, c'est un problème aussi, parce qu'on croit acheter français et finalement, on n'achète pas français. Non, mais c'est une réalité. Je pense que Pierre est encore mieux placé pour le dire, qu'il faut, y compris pour nos marques vertueuses qui veulent se développer, de produire une partie en Europe quand même. Ça reste l'Europe. C'est-à-dire que c'est quand même toujours plus vertueux que l'Asie. C'est 3% des vêtements pour le Made in France seulement. 3% seulement. 3% seulement. Il y a un coût qui est trop important encore en France pour développer davantage et on ne pourra pas le faire dans un contexte... Et la fabrication en Europe, ça représente quoi? Un peu plus, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme? Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et les Italiens fabriquent toujours? Les Italiens fabriquent plus qu'en France parce qu'il y a une tradition, une culture italienne familiale, je dirais, d'entreprise familiale. Donc c'est plus vivace en Italie. Mais le pays qui émerge pour la fabrication, c'est le Portugal. Le Portugal. Qui offre des conditions, effectivement. Le Portugal, c'est aussi une question de système social. Ils ont un SMIC qui est à 680 € brut. Oui, évidemment. Il faut en parler aussi. Voilà, il y a un coût minute en France qui n'est pas celui de l'Asie, mais qui n'est pas celui de la France, quoi. Oui. Voilà. L'interdiction de publicité. Alors j'ai vu des critiques à droite. Vous voulez interdire... Qu'est-ce que vous voulez?
dans votre proposition de loi? Alors, Cynthia l'a très bien expliqué. C'est un marketing extrêmement agressif, intrusif, qui vraiment jaillit sur chacun des réseaux que vous pouvez consulter, sur les sites Internet. Donc, effectivement, là, on ne tergiverse pas. Il faut interdire absolument. Parce que c'est cette publicité qui va sans cesse appeler, inciter à consommer et à surconsommer davantage. Et notamment les jeunes. Parce qu'on cible aussi les jeunes à travers les réseaux et leurs réseaux favoris, qui sont ultra sollicités justement par ces publicités. Donc, on pense aussi aux influenceurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la loi passe, nous ne pourrons plus, les enseignes ne pourront plus payer des influenceurs pour vendre leurs produits. Et ce que disait Cynthia sur le fait qu'on a une offre extrêmement importante, mais il faut savoir aussi pourquoi c'est séduisant, parce qu'il y a un effet marketing où les prix sont tout le temps barrés. Et on a toujours l'impression d'avoir le fameux t-shirt à 2 €, il est barré, il était peut-être à 22 avant. Vous voyez, il y a ce système aussi de désinformation qui fait penser qu'à chaque fois, on bénéficie d'une merveilleuse promotion. Absolument. Et là, il n'y a aucun contrôle, effectivement. Vous pouvez mettre n'importe quoi, finalement, on peut mettre n'importe quoi sur Internet. Alors aujourd'hui, notamment s'agissant de ces entreprises, oui. Il y a un article aussi dans cette loi qui demande à ce que les entreprises installées à l'étranger doivent déclarer absolument un mandataire en France qui, lui, sera responsable du respect des obligations réglementaires. C'est déclaratif. Le problème, c'est que voilà, il faut vérifier tout ça. C'est le travail de la DGCCRF. La répression des fraudes. Elle a du pain sur la planche. Et elle n'a pas les moyens elle n'a pas suffisamment de moyens. Et on a aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est à la douane. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui arrive de Chine, qui est en dessous de 150 €, il n'y a pas de frais de douane. Il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de taxe douanière. Il n'y a pas de taxe. Alors là, est-ce qu'il faut mettre du protectionnisme ou pas? Je pense qu'on n'est pas obligé de mettre du protectionnisme, justement. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne protégerait pas les produits français et européens? Il faut que ça soit valable sur un plan chinois. Faut que ça soit valable sur un plan européen, donc à la frontière européenne. C'est ça. Oui. Alors, dans l'enceinte de la communauté européenne, bien sûr qu'on peut faire justement une prime à la vertu et de pouvoir accompagner notre production européenne et française. Mais c'est bien l'enjeu de cette loi, encore une fois. Les modèles européens et français, a fortiori, sont beaucoup plus vertueux. Donc, le fait de les accompagner par des bonus va quand même les privilégier et leur permettre de des bonus aux produits français et européens. Absolument, absolument. Mais il faut que l'accessibilité aux bonus soit simplifiée. Parce qu'en France, on est les champions de la complication, de la lourdeur administrative, et beaucoup de marques se plaignent, RSE, etc. Quand ils veulent avoir accès à ce bonus, sont des dossiers qui sont quand même très pénibles à monter. Assez conséquents. Donc c'est effectivement, on en a pris conscience à travers les auditions. Bon, vous avez pris conscience de ça, donc il va falloir faire quelque chose. On va faire quelque chose. Et on va renforcer justement les pouvoirs de la répression des fraudes pour vraiment avoir les moyens de contrôler. C'est indispensable aujourd'hui. Bon. Et les autres pays d'Europe, dans les autres pays d'Europe, est-ce qu'il y a une loi telle que celle que vous proposez? Non, justement. En fait, c'est la première fois qu'on s'attaque à cette question-là. Et c'est pour ça qu'il y a un plutôt bon accueil. Parce que on s'en saisit pour la première fois. Évidemment que, si j'entends les ONG ou les associations qui luttent contre cette question-là depuis un moment, ils aimeraient qu'on aille plus vite, plus loin. Mais en même temps, ils ont conscience que c'est la première fois. Donc, peut-être que c'est bien quand même d'accompagner cette proposition. Moi, je l'envisage comme un premier cran. Il faudra encore aller plus loin après. Il faudra aller plus loin. Alors, j'ai vu que certains critiquaient, et notamment chez les Républicains, puisque un autre député, Antoine Vermorel-Marquez, a également déposé un texte sur le sujet. Il a déposé même 200 amendements. Alors, il dit simplement, qu'interdire la publicité, c'est interdire le marché. Eh bien, c'est une méconnaissance absolue non seulement du travail qui a été fait, mais aussi de la réalité. Alors, en fait, c'est une loi qui n'existe pas, celle qu'il a faite. Il a voulu la déposer après, mais c'est pas le sujet. Non, en fait, la réalité, c'est que c'est pas parce qu'on interdit une pratique commerciale particulière, on interdit la publicité de cette pratique commerciale, qu'on interdit d'entreprendre et qu'on touche à la liberté d'entreprendre. Absolument pas. C'est extrêmement circonscrit et c'est possible. Donc, et c'est nécessaire surtout. Et c'est nécessaire. Vous l'attendez ? Oui. Non, parce qu'il faut absolument... moi, je pense aussi aux commerçants indépendants, aux enseignes plutôt premium, qui font un beau travail au niveau de la mode, tout simplement, qui font des beaux produits, qui font attention à leur éco-responsabilité. Et à travers ça, je fais attention au centre-ville.
Parce que si on laisse des acteurs économiques de ce type envahir le marché, c'est problématique pour nos centres-villes. Évidemment. Bon, eh ben oui. Je voudrais juste préciser 10 secondes, simplement dire que ces pénalités, ça ne sont pas des taxes. C'est pas l'État qui va toucher cela. Hein. Ça va être redistribué dans la filière du traitement du déchet. C'est extrêmement important. En général, oui, là c'est dans une boucle vertueuse. Bon, eh ben, et ça pourrait servir à développer le Made in France. Merci à tous les deux, c'est passionnant, la fast fashion. Merci à tous les deux. Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent après les infos les chefs Pierre Gagnère et Stéphanie Le Guellec. Il est 10h pile. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.